Thierry, vous êtes philosophe, vous êtes un spécialiste de la ville avec un grand V, ce qui fait de vous en fait un philosophe de l'urbain, d'autant que vous avez écrit une soixantaine d'ouvrages sur le sujet de la ville, ville dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous habitons, dans laquelle nous partageons aussi un espace collectif et individuel. La Fondation Paris Habitat a travaillé sur son nouveau programme en souhaitant en fait accompagner des expérimentations et soutenir des projets de recherche-action sur le territoire de la métropole parisienne, avec une très belle ambition, construire la ville solidaire et inclusive de demain. Thierry, à quoi renvoie cette notion de territoire sur la métropole de Paris ? Alors, la notion de territoire est une notion passionnante qui nous vient de l'éthologie, du reste, comme le mot habitat. C'est-à-dire que ce sont des termes qui sont d'abord appliqués aux végétaux et aux animaux, et pour le dire en un mot, c'est un peu la niche environnementale, c'est-à-dire que c'est là où une espèce se produit et se reproduit. Donc c'est une notion très très importante. Pour les humains, je préférais parler de territorialité au pluriel, car chacun a sa géographie affective qui englobe à la fois le logement dans lequel je réside, en même temps la maison de famille où je vais en vacances, où j'allais en vacances quand j'étais enfant, etc. Et les cousins, les beaux-frères, les belles-sœurs, etc. Et donc on a tous des territorialités, plus le travail, plus les lieux où on conduit nos enfants. Et donc les territoires de la métropole parisienne sont pluriels. Et évidemment, la question essentielle, c'est comment sont-ils reliés entre eux, ces territoires, et quels sont leurs degrés d'accessibilité. Évidemment, une ville agréable, ce serait une ville pédestre où je pourrais aller à pied, et par définition, dans toutes ces territorialités de mon existence. Vous évoquez la notion de ville agréable, mais vous dites en même temps qu'une ville, ça n'est ni son organisation, ni son architecture, mais ce sont les habitants. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Aristote, mais il y en a d'autres certainement aussi qui disaient voilà, une ville c'est pas des murs, c'est pas des rues, bien que ce soit très important, bien, certainement, mais ce sont les habitants. Et c'est vrai que dans la conception même linguistique du mot cité en latin, ça part des citoyens. Ce sont les citoyens qui font la cité, et donc on l'a un peu oublié parce qu'aujourd'hui c'est plutôt les édiles, c'est plutôt les décideurs qui font la ville, plus que les habitants qui leur donnent une sorte de chèque en blanc, je suis un peu caricatural, au moment des élections municipales. Alors pour moi la ville, c'est l'heureuse combinaison de trois qualités: l'urbanité, la diversité et l'altérité. L'urbanité, c'est un terme qui n'existe pas chez les Grecs, qu'on trouve chez Cicéron, c'est la maîtrise de la langue. Et donc quelqu'un d'urbain, ça a encore ce sens-là aujourd'hui. Quelqu'un d'urbain, c'est quelqu'un qui est accueillant, qui vient vers vous, qui vous dit « Sois le bienvenu, je vais te donner le mode d'emploi de la ville ». Parce que la ville, c'est très compliqué pour celui qui débarque, qui vient d'ailleurs. Donc l'urbanité est une qualité essentielle qu'il faut cultiver. La diversité, pour moi, c'est le plus important. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a un terme qui ne date que de 1985, qui est la biodiversité. Donc du coup, on est habitué à ce terme. Mais le mot diversité est beaucoup plus ancien et il veut tout simplement dire que plus il y a une pluralité d'activités économiques, plus il y a des gens de générations différentes, de cultures différentes, de langues différentes, eh bien, plus la ville est riche. Et moi, je m'enrichis de l'autre, je m'enrichis de l'étrangeté d'autrui, qui, par ailleurs, est la garantie de ma propre différence. Et puis le dernier point, l'altérité, c'est aujourd'hui le plus difficile à saisir parce que c'est cette relation avec l'inconnaissable. Admettre qu'il y a des choses qu'on ne connaîtra jamais. Par exemple, moi qui suis athée, je ne saurais jamais ce que c'est que la prière pour un musulman ou le pardon pour un juif, mais ce n'est pas grave, ça ne m'empêche pas de vivre avec. Enfin, avec et parmi, évidemment. Et puis, évidemment, je ne sais pas comment l'arbre à qui je parle tous les jours dans mon jardin de banlieue, eh bien, m'entend et me répond. Et je ne sais pas non plus que la Seine, qui est pour moi un élément constitutif de mon paysage urbain quotidien, eh bien, me murmure des choses que je ne saisis pas nécessairement. Tout ça, c'est l'inconnaissable. C'est donc l'altérité. L'altérité, c'est ce qui est autre à soi-même, que je ne réussirai jamais à vraiment rendre intelligible. Et pour moi, la ville, c'est cette combinaison que je qualifie d'heureuse,
parce qu'elle n'est pas du tout quelque chose qui est gênant, mais au contraire qui est émancipateur, qui est altérité, diversité et évidemment urbanité. Si la ville est une combinaison heureuse de ces trois éléments, à quoi répond alors la notion de logement social pour les habitants? Avoir un chez-soi est indispensable. Et on le mesure d'autant mieux lorsqu'on est exilé, lorsqu'on est SDF, lorsqu'on est privé précisément d'un lieu à soi. On l'a vu avec le confinement, eh bien, des appartements exigus, quand on est à 4-5 à devoir y pratiquer eh bien, la vie quotidienne, ça devient excessivement difficile, voire même insupportable. Et donc, le logement, c'est pour moi un appartement ou une maison, mais c'est avant tout, comme le dit Gaston Bachelard dans La poétique de l'espace, c'est un logis où résident nos songes. C'est-à-dire que c'est le lieu où je peux à la fois avoir une cave, qui est le lieu des transgressions, des interdits, et puis un grenier, qui est le lieu de la rêverie, de l'imaginaire. Même si c'est un appartement d'un seul tenant, il faut que je puisse y trouver cette pluridimension du chez-soi. Parce que l'être humain, il est un être imaginatif, il vit toujours à la fois dans le virtuel, dans ce qu'il imagine, et puis dans la réalité. Et c'est cette combinaison-là qui fait que chacun d'entre nous a un monde. Et notre monde repose sur notre logement. Alors maintenant, le qualificatif de social me gêne un peu, parce que il laisse entendre qu'il y aurait une espèce de hiérarchisation des logements. Certains seraient mieux que d'autres. Alors le logement social serait quelque chose qui serait réservé à une population en particulier. Et moi je crois que tout logement doit être confortable au sens ancien du mot confort, que les Anglais nous ont pris et qui nous ont restitué par la suite, qui revient à dire que tout lieu doit être notre réconfort. C'est-à-dire à la fois une protection et à la fois une échappée. Tout logement doit nous ouvrir au monde et en même temps nous protéger de celui-ci. C'est cette espèce de dialectique qu'il faut mettre en avant. C'est pour ça que les bailleurs ont un rôle majeur, évidemment, parce que c'est à eux de réussir à traduire en espace, en volumétrie, en couleur, en qualité de revêtement, etc., quelque chose que les habitants ont en eux sans pouvoir nécessairement l'exprimer. Alors il y a un livre qui m'a profondément marqué il y a très longtemps, mais que je relis régulièrement, qui est La dimension cachée. Le titre est magnifique, La dimension cachée. C'est-à-dire que du coup, on ne sait pas qu'elle existe, cette dimension. Mais c'est cette dimension-là qui attribue au logement, j'allais presque dire, la capacité à ce que chacun d'entre nous se déploie. Ça n'a pas de prix, si vous voulez, parce que ça a une valeur. Vous évoquez la notion de logement social que vous critiquez, vous évoquez en même temps le rôle majeur des bailleurs sociaux. Comment est-ce que vous pourriez qualifier la notion de logement ? Le logement social, je ne suis pas contre évidemment, mais je crois que le logement, comme le disait mon ami Ivan Illich, n'est pas un garage. C'est-à-dire un lieu qui peut être éclairé, qui peut être confortable même de certaines façons, mais c'est quelque chose qui nous accompagne toute notre vie et qui nous fait un peu ce qu'on est. Donc pour moi, il y a des maisons méchantes, il y a des maisons hautaines, il y a des maisons anxiogènes, et puis il y a des maisons qui sont amicales. Et donc le bailleur doit essayer de construire des maisons amicales. C'est ça la difficulté. Et évidemment, cette maison amicale, elle n'est pas que des mètres carrés. Elle est aussi des temporalités. Bachelard nous le dit très bien, l'espace tient du temps en lui-même. C'est-à-dire que les murs ont des oreilles, j'en suis persuadé. Et donc les murs ont enregistré le vécu de tous les gens qui nous ont succédé et précédé dans cet espace. Et donc le logement, il est fait de nos rythmes. L'être humain, comme les non-humains vivants, possède une chronobiologie. Et donc chacun d'entre nous habite à la fois un territoire, mais aussi des temporalités. Et donc le bailleur, ça c'est nouveau comme problématique, le bailleur doit s'intéresser, le bailleur, l'architecte, le paysagiste, l'élu évidemment, et puis les habitants eux-mêmes, doivent à la fois s'intéresser à ce qu'ils font, mais à la manière dont le temps se déroule. Car c'est chacun d'entre nous qui présentifions le temps et qui attribuons à chaque heure, finalement, sa réelle durée. Car le temps n'est pas homogène. Chaque heure n'a pas la même valeur. Une heure d'attente d'un résultat médical peut être très très long.
une heure d'attente en amis, avec des amis où on joue aux cartes, où on fait l'amour, c'est très court peut-être. Et donc, ce rapport au temps, il s'inscrit dorénavant dans les territoires. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur les enfants, parce que je pense que la rythmique des enfants, avec leur capacité à s'obstiner à jouer longuement au même jeu, ou alors d'être dans l'impatience et de vouloir changer en permanence de quelque chose pour les rendre attractifs, eh bien, ça nous parle. C'est-à-dire que plus une ville respire au rythme des humains, mieux elle les rend heureux. Et donc pour ça, l'architecture doit être une architecture organique. C'est-à-dire qu'elle doit prendre la mesure de notre existence, je vais le dire un peu de manière philosophique et pompeuse peut-être, mais il y a une dimension existentielle dans l'habiter. Ce n'est pas simplement des mètres carrés, voilà. Il y a une idée que vous n'avez pas encore évoquée, Thierry, c'est la notion de solidarité qui revient en force aujourd'hui. Comment, d'après vous, aller dans le sens d'une ville solidaire ? Alors, la solidarité, c'est une très très belle idée qui est très ancienne. On la trouve déjà dans le droit romain des obligations. Et puis, on la trouve, alors là, presque exaltée pendant la Révolution de 89, avec un synonyme qui est celui de fraternité, qui appartient à la trilogie de notre République, hein, évidemment. Donc, la solidarité devient une idée force pour la gauche française. Je pense à l'inventeur du mot socialisme, Pierre Leroux, qui est un ami de George Sand, comme vous le savez peut-être. Eh bien, ce Pierre Leroux faisait de la solidarité la clé de voûte de son édifice social et politique. Et puis, il y a un radical, alors c'est un mouvement qui a un peu disparu, Léon Bourgeois, qui a inventé le solidarisme au tournant du 19e et du 20e siècle. C'est-à-dire qu'il faisait de la solidarité la valeur essentielle pour qu'il y ait du collectif. Alors aujourd'hui, solidarité, on pense tout de suite aussi à mouvement coopératif, on pense aussi à mutualité, on pense à des tas de mots comme ça qui jouent la carte de l'être ensemble. Et donc pour moi, la solidarité, c'est d'abandonner personne au bord de la route. Alors c'est quelque chose de décisif. Je lui donnerais une autre qualité morale, j'allais presque dire, qui est celle de porter attention à. C'est pour ça que je crois que le bailleur, l'édile, le décideur, l'architecte, etc., ne sont pas des aménageurs, mais des ménageurs, du verbe ménager, qui veut dire prendre soin. Et donc pour moi, il n'y a pas de solidarité sans cette prise de soin vis-à-vis des autres, en particulier des plus démunis, des plus précaires, des moins intégrés à notre société. Et donc pour ça, l'image la plus belle, peut-être, c'est celle de l'abbé Pierre, qui dit aux compagnons d'Emmaüs « Sois le bienvenu, qui que tu sois. Je ne veux pas connaître ton adresse, ni ton nom, ni ton prénom, ni ta nationalité, ni ton âge. Voilà, tu es là, sois le bienvenu, tu es chez toi. » C'est ça la solidarité. Je disais au début de notre entretien que la Fondation Paris Habitat entendait en fait faire progresser la ville inclusive. Qu'est-ce qu'il faut entendre par la notion d'inclusion ? Ça ne me plaît pas beaucoup. Parce que, mais je comprends très bien, c'est des mots, j'allais presque dire, qui dans 20 ans seront datés. Voilà. Donc on dit inclusif aujourd'hui, comme on dit ville marchande, comme on dit résilience. Voilà. Alors pourquoi pas ? Mais je comprends bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est le contraire de la ville ségrégée, de la ville qui repose sur de l'exclusion, de la ville qui accepte que tel quartier devienne un quartier bobo ou un quartier aisé, et puis qui exclut du coup ceux qui n'ont pas le droit d'y être, et ce faisant, évidemment, réduisent la diversité dont je parlais tout à l'heure, qui est constitutive de la ville. Donc, inclusive, ça fait un peu une sorte d'injonction. Inclus-toi, sinon tu seras exclu. Et ça me plaît pas trop. Je préférerais, dans la lignée de la solidarité, réactiver un vieux terme moyenâgeux qui est l'accueillance, qui est très proche finalement de la notion d'hospitalité. C'est-à-dire que, voilà, une ville, c'est
est composée, est composite. Voilà, elle n'est pas mixte, elle est composite. Il y a plein de choses dedans. Il n'y a pas à établir une classification de ces différents éléments qui font cette composition-là. Chacun et chacune a sa place, a sa tonalité, a sa couleur dans le vaste nuancier de la ville. Et c'est ça qui est essentiel. Donc, inclusif. Oui, si ça veut dire qu'on va instituer une législation pour empêcher toute forme de sélection, oui, pourquoi pas. Mais je préférerais dire tout simplement une ville ouverte. La ville ouverte, c'est la ville où chacun peut venir comme il le souhaite. Ça s'oppose à la ville de la gated community, hein, c'est-à-dire à ce produit immobilier le plus connu au monde aujourd'hui, qui se traduit en français par enclave résidentielle sécurisée. Alors on voit bien à quel point ça n'inclut que ceux qui acceptent le même programme, qui est un programme finalement ségrégatif. Si vous aviez un seul message en fait à faire passer aux décideurs et aux acteurs de terrain aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur diriez, Thierry? Je leur dirais, vous ne pouvez pas décider du bonheur des autres sans les autres. Et donc par conséquent, il faut partir des gens. Il faut partir des gens, il faut partir des lieux, il faut partir des choses. C'est ce que j'ai appelé ménager tout à l'heure. Ça veut dire tout un travail qui est passionnant, évidemment. C'est-à-dire, pas la concertation ou la participation. Ça, c'est des scénarios, j'allais dire, un peu technocratiques. C'est plutôt faire avec. Faire avec en étant parmi. Philosophiquement, c'est le plus difficile, vous voyez, parce que nous sommes à une époque où par les réseaux sociaux ou par les technologies communicationnelles, on peut être avec en permanence, mais on n'est pas parmi. Donc il nous faut tenir les deux bouts, philosophiquement parlant, du avec et du parmi, et être avec et parmi les gens, dont les plus démunis, qui n'ont pas la facilité d'éloquence que nous avons, qui ne peuvent pas exprimer leurs attentes aussi clairement que d'autres, eh bien ça veut dire être à leur écoute, c'est-à-dire il faut presque d'une certaine façon être capable de se taire pour écouter ce qu'ils n'arrivent pas à nous dire. Merci Thierry. Merci à vous et merci à la Fondation Paris Habitat.